Merci beaucoup, Madame la députée, Mesdames, Messieurs. C'est un honneur pour moi de parler devant votre Assemblée. Je vais vous montrer des exemples concrets d'actions menées auprès des enfants et des jeunes pour lutter contre les stéréotypes sexuels, en particulier un des stéréotypes les plus fondamentaux de l'humanité, c'est la femme qui porte et met au monde les enfants. Cette réalité est belle, elle devrait être une source d'émerveillement intarissable. Vous allez voir que ce n'est pas toujours ce qui est transmis dans les discours donnés aux enfants et aux jeunes, en particulier à l'école. Je suis mariée et mère de 5 enfants, j'ai perdu une petite fille à 3 jours. Je voudrais juste témoigner, après ce que vient de dire Marine, que pendant ces 5 grossesses, j'ai été entourée vraiment de manière extraordinaire par des hommes qui m'ont comprise et surtout par des hommes qui m'ont remplacée. Après 22 ans d'activité professionnelle en tant qu'ingénieure dans la fonction publique française, cela fait 5 ans que je donne du temps pour assurer une veille sur les politiques éducatives menées en France concernant le domaine de l'égalité filles-garçons à l'école. J'ai aidé de nombreux parents à exprimer leur désaccord sur des activités scolaires touchant à l'identité de leur enfant, c'est-à-dire à leur masculinité ou à leur féminité en pleine construction. J'ai fait beaucoup de conférences et je publie un livre demain sur le sujet. En France, le gouvernement français dispose de manière intermittente d'un ministre chargé des droits des femmes depuis 1974. Cette mission se traduit par des actions gouvernementales dans tous les domaines de la société. À l'école, toutefois, ces actions ont réellement commencé fin 2013. En 2013, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a été créé. Il formule des recommandations pour renforcer l'égalité homme-femme. En 2017, le président Emmanuel Macron a déclaré l'égalité entre les hommes et les femmes grande cause du quinquennat. Pourquoi cette vaste politique d'égalité voulue par le gouvernement? Voici la réponse du ministère en charge de l'égalité homme-femme. Les inégalités filles-garçons à l'école contribuent fortement aux inégalités professionnelles. Enseigner l'égalité filles-garçons dans les écoles, c'est contribuer à la réussite de tous et de toutes et permettre notamment une plus grande mixité des métiers. C'est contribuer aussi au respect entre les filles et les garçons pour prévenir les insultes et les violences. Je mentionnerai uniquement un des moyens du Haut Conseil à l'égalité pour mener à bien cette politique. Je cite, c'est la planche d'avant. Éliminer les stéréotypes sexuels et déconstruire les rôles sociaux. Voilà une des missions du HCE. Le Haut Conseil à l'égalité part du postulat que les stéréotypes sexuels, c'est-à-dire les différences généralement constatées entre les hommes et les femmes en termes de comportement, de centres d'intérêt, d'aptitude, de traits psychologiques, de rôles sociaux, sont uniquement le résultat d'une construction sociale sans aucune influence du corps sexuel, de ce corps, de notre corps, dont toutes les cellules sont sexuées. Or, les neurosciences permettent de prouver aujourd'hui, puisqu'en fait, aujourd'hui, le bon sens ne suffit plus pour affirmer que l'homme et la femme sont différents. Les neurosciences, heureusement, viennent à notre secours pour montrer que de nombreux facteurs biologiques influencent nos comportements, nos centres d'intérêt. En particulier, les hormones différentes entre l'homme et la femme ont une forte influence en agissant sur le développement du cerveau dès la période fœtale, puis plus tard sur nos comportements. Vous pouvez constater la violence des termes. Il s'agit pour le Haut Conseil d'éliminer les stéréotypes sexuels, déconstruire les rôles sociaux. Dit autrement, il s'agit de contrer les comportements qui ont pour beaucoup une part d'inné, afin de parvenir à effacer la différence sexuelle dans toutes les sphères de la société. Je vous donne juste un exemple dans notre sujet, l'instinct maternel. Il ne peut pas se construire car il a un fondement biologique qui explique par exemple pourquoi une mère va se lever 5 fois dans la nuit à l'appel de son enfant alors que le père n'entendra strictement rien. Je vois qu'il y a des femmes qui opinent de la tête, je pense que c'est du vécu.
L'augmentation de l'ocytocine à l'accouchement contribue à augmenter l'attachement de la mère à l'enfant, déjà développé au cours des 9 mois de gestation. Et pourtant, en France, on entend des parlementaires s'indigner que les hommes ne prennent pas autant de congés parentaux que les femmes. Ils ont voté une loi pour inciter les hommes à le faire. Cette loi s'appelle « Loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ». Cette loi a supprimé la possibilité que l'un des parents bénéficie de 3 ans de congé parental, jusqu'alors la mère dans 98% des cas. Cette loi exige que l'un des parents prenne 2 ans et l'autre 1 an. Très peu de pères prennent ce congé. C'est un exemple typique, cette loi, de marche vers l'égalité réelle imposée par la loi, à rebours de la pratique des couples et au détriment de leur liberté de choix. Cette loi n'a d'autre effet que de forcer les femmes à reprendre plus vite leur travail, sans augmenter parallèlement les modes de garde. Elle participe évidemment à la baisse de la natalité dont on a parlé et sur laquelle je reviendrai. En fait, nous sommes nature et culture, sans pouvoir dissocier l'une de l'autre. C'est la culture qui résulte d'une action des hommes et se développe sur la matrice de la différence sexuelle, qui permet de faire advenir le sens de la nature, qui permet que la nature s'accomplisse. Ainsi, le culturel vient développer le potentiel naturel. La masculinité et la féminité sont tout à la fois innées, les gènes XY ou XX agissant en tout point du corps, et acquises, car la masculinité et la féminité se développeront plus ou moins en fonction de l'apprentissage. Et en fait, c'est comme, si vous voulez, comparable à des aptitudes sportives ou musicales. Les dons naturels et l'apprentissage concourent à leur pleine réalisation. Si vous n'avez aucun don pour le piano, vous aurez beau travailler beaucoup, vous n'y trouverez pas de grande joie et vous ne jouerez jamais aussi bien qu'une personne qui a un don. Et bien, transposer cela pour la masculinité et la féminité, c'est la même chose. Si ce que nous recevions par la culture était complètement dissocié de notre corps, masculin ou féminin, nous ne serions pas unis, car tiraillés entre notre corps, porteur de sens, révélant tout notre être, et ce que nous recevons. Cela créerait un mal-être, une insatisfaction profonde, voire de graves troubles psychologiques, jusqu'au désespoir de ne pas savoir qui nous sommes. Notre éducation et plus largement la culture conditionnent ainsi notre unité profonde. Or, cette dissociation entre nature et culture est exactement le fondement de l'enseignement de l'égalité filles-garçons prévu par l'Éducation nationale en France. Il va s'agir de lutter contre les stéréotypes sexués pour changer les comportements naturels, changer les comportements d'enfants en pleine construction, en plein développement de leur masculinité et de leur féminité. Ces programmes pour enseigner l'égalité filles-garçons en ce sens ont été mis en place depuis 2013. C'est la même planche, je vous rester sur celle-ci. Regardons comment va être menée cette lutte contre les stéréotypes sexués et cette déconstruction des rôles sociaux. Tout d'abord, de manière générale, dans la société entière. 3 modes d'action vont être développés. Premièrement, rechercher la parité dans toutes les sphères de la société, sauf la famille, par la fixation de quotas. Les subventions sont accordées si la parité est respectée. Par exemple, récemment, le ministre de la Culture en France accorde une subvention supérieure pour les films qui respectent la parité. Et une amende est infligée sinon, par exemple, les entreprises qui ne respectent pas la parité. Deuxième moyen, il y a une lutte contre les différences de traits psychologiques, de centres d'intérêt et de comportement entre les hommes et les femmes. Toute différence est montrée du doigt comme étant, non pas une différence, mais comme étant sexiste. Troisième moyen, c'est la promotion d'une inversion des codes culturels, voire leur suppression. Par exemple, en France, la galanterie va être énormément critiquée. Un homme qui fait passer une femme devant lui sera traité de sexiste. De plus en plus d'hommes n'osent même plus manifester de galanterie envers les femmes, ni même un compliment. Promouvoir, et il y a aussi une promotion d'une inversion carrément des rôles sociaux. Par exemple, on voit beaucoup chez nous des publicités, par exemple sur les pharmacies,
pour les produits pour bébés, eh bien, ce sont des hommes avec leur bébé dans les bras qui font la publicité pour les produits pour bébés. Ou alors une femme qui fera la publicité pour une perceuse électrique. J'ai rien contre les femmes qui bricolent, ni contre les hommes, mais c'est juste pour vous montrer que dans toute la culture, les rôles sociaux habituellement observés sont simplement inversés pour que ça rentre dans l'imagination et dans l'être comme quelque chose de tout à fait... C'est pas anormal, mais voilà, bref, je n'insiste pas. Ces principes généraux sont mis à l'œuvre à l'école et dans la culture, souvent à l'insu des parents ou sans que les parents s'en rendent compte. Maintenant, je passe à l'école. Comment se passe cette lutte contre les stéréotypes à l'école? Premièrement, les professeurs sont invités à lire des livres qui inversent les stéréotypes. Papa porte une robe, Mehdi met du rouge à lèvres, ainsi que des livres qui s'attaquent au stéréotype numéro 1 à abattre, le couple homme-femme. Par exemple, le livre La princesse Filmouche, qui raconte l'histoire de Filmouche, une princesse qui ne veut surtout pas se marier, mais qui veut vivre seule dans son château avec sa fortune. Une institutrice me racontait qu'à l'issue d'une inspection qui s'était très bien passée, l'inspectrice lui a dit « Il faudrait que vous parliez davantage de l'égalité filles-garçons, mais surtout ne lisez pas de livres avec des princes et des princesses. » Deuxième chose, les professeurs sont invités, pas encore obligés, mais invités, à l'aide d'une grille d'analyse qui leur est fournie, à étudier les livres en montrant que les différences hommes-femmes sont construites au détriment des femmes, dont les activités sont considérées a priori comme moins valorisantes que celles des hommes. Typiquement, le soin des enfants est moins valorisant, le choix des métiers dans le médico-social, c'est vraiment dévalorisant, c'est pas le trading, la finance, l'ingénierie, etc. Troisième moyen, les professeurs sont invités à faire aux enfants des activités pour inverser les rôles sociaux. Par exemple, obliger les garçons à jouer à la poupée, ou au contraire, supprimer les jeux de poupée ou de dinette, les livres où on verrait une maman s'occuper de sa maison et de ses enfants. Lire des livres qui inversent les rôles. Par exemple, un livre où la princesse va sauver son prince du dragon. Un livre qui montre un homme qui reste à la maison s'occuper des enfants pendant que la femme travaille. Tous ces exemples que je viens de citer sont pris parmi les programmes dont je vais parler maintenant. Tout d'abord, le programme ABCD de l'égalité. C'est une expérimentation qui a été menée entre novembre 2013 et avril 2014 dans 600 classes de primaire. Les parents n'étaient généralement pas informés. Les professeurs avaient reçu une formation pour cela. Ils étaient volontaires. Je vous donne une phrase et une image donnée dans la formation des professeurs qui résume tout le fondement de ce programme. Ce qui fait votre identité, c'est tout ce qu'on va vous dire, c'est tout ce qu'on va vous apprendre à faire. Vous voyez que le corps sexué n'aurait aucune influence, ne dirait rien de votre personne. Cette image que vous voyez, qui est tirée du programme de l'ABCD de l'égalité, voudrait nous faire penser que les stéréotypes nous enfermeraient dans des rôles. Les parents offriraient des poupées à leurs filles pour les contraindre à devenir mères et des pistolets à leurs garçons pour les éduquer à prendre le pouvoir et à dominer les femmes. Voici un extrait d'une formation donnée aux professeurs dans ce cadre. Écoutez bien. Quand vous jouez au ballon, vous savez tout de suite si ce que vous avez envoyé a fonctionné ou non. Vous intériorisez ce que vous faites, de savoir si vous êtes fort ou pas. Lorsque vous jouez à la poupée, vous n'avez rien qui est en jeu. Le monde social est beaucoup moins riche concernant le sentiment de maîtrise des situations et d'efficacité personnelle. L'ABCD de l'égalité a suscité une forte opposition parmi les parents, mais aussi chez certains professeurs. Il n'a pas été généralisé à toutes les écoles, mais remplacé par des outils pour l'égalité filles-garçons depuis septembre 2014. Ces outils sont mis sur un site à disposition des professeurs, mais le fondement idéologique est strictement le même que l'ABCD de l'égalité. Je vous cite juste un extrait de ces outils montrant l'objectif, notamment, de modifier les rôles sociaux. Je cite : « Il peut parfois paraître utile
dans certains contextes, d'assurer une parité dans l'accès au coin jeu, 2 garçons et 2 filles au coin cuisine ou poupée, 2 filles et 2 garçons au coin garage ou à l'établi, pour naturaliser des pratiques éloignées des modèles sociaux de référence. Certains professeurs utilisent ces outils, j'en ai eu de nombreux témoignages. Il est nécessaire évidemment de proposer diverses activités aux enfants, mais leur imposer une activité contre leur gré si jeune n'est pas sans conséquence sur leur développement psychologique. C'est ce que dit le pédopsychiatre Christian Flavigny, je le cite, dès la crèche, puisque ça commence dès la crèche, en France en tout cas, la prétention des adultes d'influer sur le jeu des tout-petits à la raison de lutter contre les stéréotypes dits sexistes reflète l'incompréhension de la fonction identificatoire du jeu des enfants. C'est dans ces jeux que s'élabore leur identité sexuée par la référence aux parents de même sexe, le garçon dans l'aiguillon de la rivalité au père où se façonne le masculin, la fille dans le partage qui tôt s'ébauche avec sa mère des enjeux de féminité, maternité. Je vais maintenant vous donner d'autres exemples liés directement au sujet de la maternité. Un concours a lieu à l'école depuis 10 ans, ouvert à 200 classes de CP-CE1, donc des élèves de 6-8 ans. Il consiste à faire écrire à la classe un livre qualifié par l'Éducation nationale de non sexiste, c'est-à-dire qui inverse les traits généralement constatés chez les hommes et chez les femmes. Le livre nominé est édité et accompagné d'une fiche pour que les professeurs qui le souhaitent puissent l'utiliser en classe. Des exemples de livres sont donnés aux professeurs qui les lisent aux enfants. Les parents ne sont pas mis au courant de ces lectures, ils le sont si leur enfant leur en parle. L'un de ces livres s'appelle « Je veux un zizi ». En voici une page. La fille dit « Si j'ai un zizi, je ne serai pas obligée d'avoir un ventre gros comme un ballon pour avoir des bébés. » Et le garçon dit « Moi, j'aimerais bien avoir un bébé dans mon ventre. » Je vais maintenant vous citer un extrait d'un des livres sélectionnés en 2018. Sacha est une fille, elle adore jouer aux billes, mais elle déteste les poupées que sa maman a achetées. D'ailleurs, Sacha ne veut pas d'enfant, elle ne trouve pas cela intéressant. Elle voudrait être militaire comme son père et son frère. On peut penser que le professeur a incité les enfants à écrire cela. Pensons-nous vraiment qu'un enfant de 6-7 ans peut écrire cela de lui-même? Ou alors, ils sont déjà bien formatés à 7 ans. Voici une image maintenant d'une exposition qui a été organisée dans un lycée sur le sujet de l'égalité filles-garçons. Une première femme dit à une autre, pour faire carrière, une seule solution, inventer l'homme enceint. Et la deuxième répond, il y a du boulot. Vous voyez qu'elles sont en train de faire une expérience, en fait, elles sont juste en train de fabriquer un embryon dans une éprouvette. Cela fait maintenant 6 ans que l'égalité filles-garçons est abordée à l'école à tous les niveaux de classe et dans beaucoup de matières, égalité prise dans le sens de l'indifférenciation par la lutte contre les stéréotypes. En 2017, tous les lycéens de Toulouse, au sud de la France, ont dû répondre à un questionnaire dans lequel il y avait 26 affirmations. Les élèves devaient donner leur avis sur chacune d'elles, de pas du tout d'accord, note 1, à tout à fait d'accord, note 7. Je lis quelques-unes des affirmations. Le contrôle des hommes sur les femmes force celles-ci à être les principales responsables de la garde des enfants. Ce sont les coutumes et les habitudes, pas la nature, qui font que les hommes demandent peu de congé parental. C'est la société, pas la nature, qui amène les femmes et les hommes à s'investir différemment avec leurs enfants. On ne voit pas très bien, en fait, à quoi peut servir un tel questionnaire, si ce n'est à s'assurer que le formatage des élèves a fonctionné et qu'ils ont bien compris que les différences hommes-femmes généralement constatées étaient uniquement construites par les hommes pour dominer les femmes sans aucune part de naturel. Alors voilà les courbes de la fécondité en France, pour rebondir sur ce qui a été dit. Le nombre de naissances a baissé de plus de 7% entre 2012 et 2018.
Le taux de fécondité est tombé à 1,88 enfants par femme. Cette baisse est essentiellement due à une baisse de la fécondité chez les femmes jeunes de 25 à 30 ans. On peut penser, et en cela je rejoins et Marine et le professeur Bichot, on peut penser que le discours féministe qui est massivement infusé dans toute la société en France depuis 6 ans a un fort impact sur les jeunes femmes qui repoussent les grossesses pour se consacrer à leurs études, puis leur carrière, et pour beaucoup restent célibataires malgré elles, victimes d'un engagement total dans leur vie professionnelle. À Paris, une femme sur 2 est célibataire. Une femme de 50 ans, qui fait partie de mes amies, me disait récemment « Je suis une victime de la société ». On éduque les filles à être des hommes comme les autres, combatives, productives, carriéristes, efficaces. On les incite à laisser au placard leur attention à l'autre, leur délicatesse, leur empathie, jusqu'à leur désir d'enfant, devenu finalement le cadavre de la lutte contre les stéréotypes. Quel regard sur la femme et sur la vie se forgent filles et garçons avec cette vision dévaluée de la maternité? En quoi cela est-il bénéfique à la femme? N'est-ce pas une aliénation de la femme et finalement la victoire du machisme? Un monde entièrement dominé par les valeurs masculines ne serait-il pas impitoyable et invivable, faute de personnes se dédiant aux soins, à la relation, bref, à l'humanisation de la vie? Pire encore, je voudrais vous parler maintenant, pour terminer, du paradoxe de la lutte contre les stéréotypes sexuels. Ce paradoxe est le suivant. La négation et la tentative d'effacement des différences entre les hommes et les femmes ne peuvent qu'engendrer une augmentation des violences et des discriminations envers les femmes, en particulier les femmes enceintes et les mères. Je m'explique. Une fille ne veut pas être comme un garçon. Alors, pour se sentir femme dans cette société de plus en plus indifférenciée, elle va exalter de plus en plus jeune ses atours féminins, physiques, par son habillement, par le maquillage, cherchant à séduire pour avoir la réponse à la question qui habite son cœur féminin et que la lutte contre les stéréotypes a laissé sans réponse. Suis-je aimable? Le garçon, quant à lui, ne voulant pas non plus être comme une fille, va chercher à se sentir homme en usant de sa force physique, non pour protéger et défendre l'autre, oh là non, stéréotype masculin détruit, mais dans la violence. Il va tester sa force en jouant à des jeux vidéo violents ou dans des comportements de plus en plus agressifs, et va éprouver sa masculinité de manière déviante dans la pornographie en libre accès. Vous réunissez les deux, que donne ce cocktail? Une augmentation des agressions sexuelles et des discriminations envers les jeunes filles. En France, les agressions sexuelles envers les femmes ont augmenté de 20% en 2018. Cette amère prédiction que j'ai développée là pour les jeunes peut aussi être faite pour les adultes. En particulier, certains hommes ne seront pas enclins en entreprise à être respectueux et prévenants envers une femme enceinte ou une mère de famille, aigris par les discours victimisant sans cesse les femmes et traitant en creux les hommes de machos, et agacés par les politiques de quotas qui leur sont souvent défavorables. Ils vont devenir durs pour tenter d'exister dans une entreprise et une société en général où la femme a pris toute la place, sommée en plus de prendre des comportements masculins. Donc pour exister, l'homme va se durcir et utiliser sa force de manière verbale en particulier, et aussi violente, physique. Par conséquent, si on veut diminuer les violences à l'égard des femmes, il faut faire tout l'inverse de ce qui est fait aujourd'hui dans l'enseignement de l'égalité filles-garçons. Il faut donner à voir la richesse de la complémentarité homme-femme, bénéfique à l'un et l'autre et à la société tout entière. Pour cela, donc pour permettre aux garçons et aux filles d'accueillir leurs différences, il est nécessaire de les aider d'abord à s'aimer eux-mêmes, à considérer qu'ils sont pleins de richesses. On ne peut accueillir l'autre dans ses différences et donc rechercher le bien de l'autre que si soi-même on s'accueille. Car alors on peut mettre nos richesses, nos forces au service de l'autre.
Si on se considère comme un boulet, on ne va pas prendre soin de l'autre. Qu'est-ce qu'on pourrait lui apporter? Il est donc essentiel de donner aux garçons la fierté d'être un garçon, de leur permettre d'exprimer leur virilité dans des activités physiques qui leur sont réservées, où ils vont pouvoir se dépasser, de leur donner le goût de mettre leur force au service des autres pour les protéger, notamment protéger la dignité et la beauté de la jeune fille qui a la capacité de porter la vie en elle. Il faut permettre aux jeunes filles de laisser leur désir féminin profond s'exprimer en mettant de côté les attentes de la société qui pèsent sur les femmes, Les aider à s'approprier leur féminité, à voir la beauté unique qui est en elles, leur permettre d'exprimer leur désir de la maternité, enfouis aujourd'hui sous les pressions qu'elles subissent pour faire d'elles des hommes comme les autres. Bref, les aider à oser être femmes. En conclusion, oui à l'égalité homme-femme en dignité, qui respecte la complémentarité des sexes. Cette complémentarité est fondée sur les différences naturelles et assumées par la culture. Seule cette vision de l'égalité permet de bâtir une société tout simplement humaine, où la différence sexuelle est vue comme une richesse, où les femmes pourront pleinement développer leur féminité, qui ne peut pleinement se révéler que par la masculinité. Car en fait, la féminité est pour la masculinité. Pour une société où les hommes pourront retrouver leur place et leur identité, car ils ne peuvent se révéler pleinement que par la féminité, car la masculinité est pour la féminité. Oui à une éducation des enfants et des jeunes, à l'accueil de leur masculinité et de leur féminité, et enfin à prendre soin de l'autre. Tout comme on a appris aux élèves depuis de nombreuses années, en tout cas en France, à accueillir la nature qui est donnée à l'homme, à en prendre soin parce que c'est un bien commun. Il est plus qu'urgent de leur apprendre à accueillir l'autre comme un don. Pour cela, il s'agit de leur apprendre dès le plus jeune âge, en famille et à l'école, à s'émerveiller. Car l'émerveillement est nécessaire pour pouvoir respecter, pour pouvoir aimer. S'émerveiller devant l'autre, s'émerveiller devant ce qu'ils sont eux-mêmes. Leur faire prendre conscience que l'autre est un bien pour moi et que moi de même, je suis un bien pour l'autre. Leur apprendre à prendre soin de l'autre et à prendre soin de soi-même pour devenir toujours plus un bien pour l'autre, en faisant fructifier ses talents, ses capacités, en soignant sa tenue, son comportement, en prenant soin de son corps. Leur apprendre à être pour l'autre et non à dominer l'autre ou à utiliser l'autre pour soi. Cela commence dans l'apprentissage de la politesse, du service, de l'attention à l'autre. Il s'agit en réalité tout simplement de leur apprendre la fraternité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Pivet. J'ai juste une question quand j'ai écouté tout ça. Est-ce que nous avons assez d'enseignants et assez de politiciens pour s'opposer à ce type d'enseignement dans notre société?